Je suis très heureuse d'animer cette table ronde parce qu'elle se tient à un moment crucial. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est en cours sur les pôles de compétitivité au ministère de l'Industrie et que des propositions doivent être faites en juin. Et donc avant de proposer de faire des réformes ou de faire évoluer cette politique publique, c'est important de comprendre comment elle a fonctionné jusqu'à présent et quelle a été son efficacité. Et je crois qu'on a le meilleur panel de spécialistes pour ça. En tant que journaliste, je vais vous raconter une petite histoire parce que j'ai vu le début de ces pôles de compétitivité il y a 10 ans. À l'époque, c'était Patrick Devedjian qui était ministre de l'Industrie et il avait décidé d'utiliser ça et d'emmener des journalistes à la fois pour se faire de la pub comme ministre de l'Industrie, pour se faire un peu de reprise dans les médias, et à la fois pour faire la campagne référendaire européenne pour montrer des bons exemples d'Europe. Donc on nous avait emmené visiter 2 pôles de compétitivité, qui étaient le pôle aérospace à Toulouse et le pôle minalogique à Grenoble, en nous expliquant qu'on allait développer ce modèle et qu'il y allait avoir des minalogiques et des aérospace partout. Bon, on est 10 ans plus tard. Comme journaliste, il y a toujours Minalogic Aerospace qui fonctionne superbement bien. Et moi, je reçois sans arrêt des invitations pour aller voir la Silver Valley, la Cosmetic Valley, qui sont des initiatives sympathiques, intéressantes et qui fonctionnent. Mais je n'ai pas vu d'autres Minalogic ou d'autres aérospace. Et je pense que si on n'avait pas plus aidé Minalogic ou aérospace, il se serait très bien débrouillé. Alors j'exagère un peu parce qu'il y a des pôles de compétitivité aussi dans le domaine de la santé qui sont assez formidables, à Évry et aussi à Toulouse. Mais là aussi, est-ce qu'il y avait besoin d'une politique publique pour que ces pôles-là existent ? Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup de vous entendre tous sur ce point de vue. Élie, on va commencer par vous. Vous allez nous rappeler un peu pourquoi ça a été important et comment on a commencé sur cette idée. Très bien. Bien, alors on m'a dit que j'avais 7 minutes, donc je vais faire 7 remarques en 7 minutes et pour essayer de planter le décor. Alors la première remarque que je voudrais faire, c'est que la politique des pôles de compétitivité est une vraie politique novatrice et innovante et elle marque, je dirais, un point de bascule dans l'histoire des modes d'intervention de l'État dans le secteur productif. Il faut savoir que jusqu'à 2004, les choses étaient claires, les politiques industrielles étaient des politiques sectorielles, étaient des politiques de spécialisation qui relevaient du niveau national. Et puis, il y avait des politiques dites réparatrices, des politiques d'aménagement du territoire. Au fond, l'aménagement du territoire, c'était pour corriger les effets des politiques industrielles. Parce que l'effet naturel des politiques industrielles est un effet de concentration, de structuration du système, qui provoquait des inégalités territoriales, confère le fameux mythe de Paris et du désert français. Eh bien, pour corriger les effets centralisateurs, notamment du modèle des grands projets à la française, eh bien, il fallait avoir une politique volontariste d'aménagement du territoire. Donc il y avait une séparation très nette entre ce qui relevait du productif, de l'industriel, du national, du sectoriel, et ce qui relevait de la réparation, du régional, du local. Eh bien, la politique des pôles de compétitivité, pour la première fois, dit ben non, on peut penser système productif local. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des bénéfices spécifiques à l'agglomération, à la mise en tension de la recherche, de l'enseignement et des activités productives sur une base locale. Et on pense que de l'interaction entre ces différents pôles et de la capacité d'entraînement de ces pôles peut naître un bien supérieur, c'est-à-dire non seulement la consolidation des activités existantes, mais même une dynamique nouvelle de développement à partir de cette mise en relation, de cette mise en tension. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'à partir de 2004, il y a eu un vrai bouleversement dans les politiques productives françaises, puisque pour la première fois, on considérait que la base territoriale pouvait être le bon niveau pour penser une politique industrielle qui n'était plus le monopole du niveau national. Alors simplement, deuxième remarque, comme toujours en France, à partir du moment où on prend une direction et on croit qu'il y a une nouvelle logique qui va s'imposer, eh bien en même temps, on va prendre 3 ou 4 directions opposées. Et cette même année 2004, où on lance les pôles de compétitivité, on va lancer en même temps l'ADESI, c'est-à-dire en fait la renaissance des projets colbertistes au niveau européen. On va faire une grande réforme du mode d'intervention sur les PME avec la création d'OSEO,
avec la fusion de la BDPME et de l'ANVAR. On va décider de donner une impulsion massive à l'économie de la connaissance en réformant le système de recherche et en créant l'ANR. Et en même temps, on va décider de lancer une véritable politique de compétitivité fiscale avec la création, avec la réforme de la taxe professionnelle, et puis plus tard, il y aura ce qui sera fait en matière de crédit d'impôt recherche. Donc j'essaye de vous faire comprendre que c'est en 2004, au fond, il y a une vraie bascule. Au départ, on peut penser que c'est une bascule vers le territoire, mais en même temps, on va faire des tas d'autres politiques qui ne vont pas nécessairement dans cette direction de cette bascule pour le territoire. Et vous me voyez venir avec mes petits sabots. À partir du moment où il y a pluralité d'objectifs, pluralité d'instruments, la difficulté va être très grande d'imputer spécifiquement à une action déterminée, à un outil d'intervention déterminé, un effet particulier, que ce soit en matière de croissance de la dépense de recherche, que ce soit en matière de dynamique, de compétitivité, d'investissement ou d'exportation. C'était ma deuxième remarque. La troisième remarque que je voulais faire, c'est que les pôles de compétitivité introduisent également une autre novation, qui est une novation institutionnelle, puisque c'est un appel à projet, et c'est un processus qui va consister à procéder par labellisation, avec bien entendu des moyens qui sont mis à la clé. Mais vous voyez bien, cette dynamique bottom-up et vraiment pas dans la culture de ce qui était la politique industrielle à la française, qui était une vraie logique top-down, avec des grands projets, des grands corps, des grands programmes, etc. Là, c'est un appel, et au fond, l'idée, c'est que 1000 fleurs s'épanouissent. Alors, dans cette idée de 1000 fleurs s'épanouissent, vous allez me dire... Bon, donc il est assez légitime qu'il y ait des tas de projets qui aient émergé et que notamment on ait des pôles de compétitivité de la fleur coupée en même temps que des pôles de compétitivité dans l'aéronautique et spatiale. Mais là aussi, contradiction, parce qu'on est toujours dans la contradiction. En fait, en lançant cet appel à projet, les responsables politiques pensaient qu'il fallait optimalement faire 5 à 10 pôles de compétitivité. Et en fait, on a eu une avalanche de candidatures, et non seulement une avalanche de candidatures, mais à partir du moment où on mettait l'hameçon au niveau local, eh bien, en gros, chaque sous-préfecture voulait avoir son pôle de compétitivité. D'où la difficulté, comment éviter la dilution de l'intervention, comment éviter le saupoudrage, tout en concentrant, sans mécontenter les forces politiques locales, et en ayant une certaine vision équilibrée du territoire. Remarquablement difficile. Alors on s'en est tiré, ça c'est de la prose administrative superbe, en distinguant ce qu'on appelle des pôles mondiaux, des pôles à vocation mondiale, des pôles régionaux. Puis je vous rassure, tu corrigeras si je me trompe, il y a à peu près 20% des pôles de compétitivité qui concentrent 80% des moyens. Donc en fait, on a formellement satisfait toutes les demandes et on a accepté une certaine diffusion de l'aide, mais en même temps, il y a une certaine concentration qui s'est dégagée de fait. Et donc, on est arrivé dans une première vague avec 65 pôles de compétitivité. Et puis après une première et une deuxième évaluation, on a estimé qu'il fallait resserrer le scope, resserrer le spectre, être plus mordant dans ses outils d'intervention et plus concentré. Résultat, on est passé de 65 à 71 pôles de compétitivité. Mais bon, en tout cas, la volonté y était. Et donc, on a décidé, en fait, d'intervenir autrement, en concentrant les moyens, mais sur un autre mode. Alors, quatrième remarque, les pôles de compétitivité ont été plébiscités par l'ensemble des acteurs politiques, les acteurs industriels locaux, les acteurs de la recherche, les acteurs universitaires, mais les pôles de compétitivité n'ont absolument pas séduit les économistes. Et en fait, les premières évaluations des pôles de compétitivité, ou plus exactement de leurs grands-parents, qui sont les systèmes productifs locaux, les SPL, les premières évaluations faites par les économistes sont franchement négatives. Alors problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les économistes, comme d'habitude, je crois que vous aviez un débat là-dessus, sont toujours à côté de la plaque? Ils sont incapables de se saisir des objets qui intéressent véritablement les politiques, qui les mobilisent, qui mobilisent les acteurs économiques concrets? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Le premier travail d'estimation des effets des systèmes productifs locaux a été une remarquable étude qui a été faite par Martin, Duranton, Meyneris et compagnie. Ils disent, en ayant procédé de manière très rigoureuse, en comparant en double aveugle des entreprises qui faisaient partie des pôles et des entreprises qui, dans le même contexte, ne faisaient pas partie des pôles, ils disaient pas d'effet véritable, pas d'effet structurant, pas d'effet sur quelques indicateurs que ce soit. Et du coup, on en a tiré
la conclusion assez rapidement que, bon, au fond, les politiques de pôle de compétitivité étaient au mieux des politiques qui consacraient l'existant, c'est-à-dire qui en gros bénissaient ce qui existait, et donc du coup on comprend qu'il n'y ait pas de différence notable parce que l'effet incitatif était assez limité, ou même que ces politiques n'avaient pas réellement d'effet parce qu'au fond la dynamique spontanée d'agrégation était plus puissante que les décisions volontaristes de création de pôles là où il n'en existait pas. Bon, bien entendu, je ne vais pas clore le débat ici parce qu'en fait, je vous ai parlé d'une étude ancienne. On va vous présenter maintenant des études beaucoup plus récentes et beaucoup plus performantes. Mais en tout cas, l'idée qui existait déjà dans le rapport Duranton-Martin-Méneris, c'est que peut-être ils avaient manqué du temps nécessaire pour pleinement mesurer les effets sur la distance de cette politique des pôles de compétitivité. Alors, cinquième remarque, donc je vous dis, c'est une politique qui a été plébiscitée par tous les acteurs économiques, mais qui n'a pas séduit les économistes. Et la question est la question du pourquoi. Alors, j'ai commencé à évoquer la question du pourquoi, et l'une des difficultés essentielles qu'ont les économistes, c'est d'essayer de mesurer l'impact spécifique de cette politique sur des résultats qu'on peut mesurer, puisque, comme vous le savez, nous avons, tu me corriges là aussi, je crois qu'on a 61 dispositifs d'intervention qui visent à favoriser l'innovation et le développement. Comment mesurer l'impact spécifique de l'action pôle de compétitivité, d'autant qu'à côté de ça, on a développé par la suite des outils PIA et je n'oublie pas qu'il y a en plus des interventions locales, régionales, qui viennent se rajouter à tous les dispositifs. Et comment surtout, à côté de tous ces dispositifs ciblés, mesurer les effets de politique générale d'environnement compétitif. J'ai évoqué tout à l'heure la réforme de la taxe professionnelle. Je pourrais évoquer par la suite toutes les réformes qui ont été faites en matière fiscale sur le crédit d'impôt recherche. Donc comment séparer, et c'est une grande difficulté, les effets spécifiques d'une politique par rapport à d'autres. Deuxième limitation, pardon ? Non, je reviens à ma sixième remarque. Non, je vous rassure, c'est ma sixième remarque, c'était simplement la deuxième notation sur les explications. Non, mais je termine dans 2 minutes, je suis dans les temps, n'est-ce pas ? Oui, 2 minutes. Alors, sixième explication, c'est que bien entendu, ces politiques produisent des effets dans le temps et lorsqu'on dispose du recul nécessaire, et c'est les travaux que mène France Stratégie actuellement dans le cadre d'un groupe auquel j'appartiens, il semblerait que lorsqu'on dispose du recul nécessaire, on puisse commencer à mesurer des effets. Alors là, la question est qu'il va falloir être très rigoureux pour à la fois mesurer l'ampleur de ces effets et pour voir de manière différentielle ce qui est à imputer spécifiquement à ces politiques ou d'autres. Et septième remarque, et je termine là-dessus, le hasard de l'histoire et la ruse de l'histoire, c'est que j'ai commencé mon propos en opposant des politiques nationales de spécialisation industrielle à des politiques territoriales de réparation, qui sont des politiques d'aménagement du territoire. Et en fait, ce que révèle l'expérience sur la durée des politiques des pôles de compétitivité, c'est qu'on peut faire, en fait, des politiques territoriales de spécialisation sectorielle. Et au fond, la grande leçon des pôles de compétitivité, à travers les effectueurs mentionnés sur l'Aerospace Valley, sur d'autres cas, le pôle de Grenoble, etc., eh bien, ces expériences montrent que la séparation qu'on croyait très nette entre la logique d'intervention sectorielle et la logique territoriale, en fait, ne sont pas aussi nettes. Et la réussite des pôles de compétitivité, c'est quand un pôle de compétitivité devient un pôle de compétences spécifiques, élément d'une spécialisation industrielle plus développée grâce à l'interaction des différents acteurs implantés sur un territoire donné. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, Élie. Vincent, à France Stratégie, est-ce que vous avez une idée de ce que coûte cette politique ? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces résultats ? Oui, donc comme l'a dit chiffrée, effectivement Élie Cohen, dans le cadre de nos missions à France Stratégie, nous avons une mission d'évaluation des politiques publiques. Et donc, dans le cadre également de la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation que Élie Cohen a mentionné et que nous hébergeons et dont nous assurons le secrétariat et dont Jean Pisani est président, en fait, le sujet, bien entendu, des pôles de compétitivité dans l'ensemble
l'ensemble des dispositifs et des mécanismes qui sont destinés en France à développer l'innovation, à renforcer l'innovation, donc au service notamment de la compétitivité des entreprises, s'est posé bien entendu la question de l'évaluation des pôles. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes 10 ans plus tard, et il est effectivement temps de se poser la question de savoir si cette politique, qui à la fois coûte de l'argent, donc de l'ordre de 150 millions d'euros par an, mais également a des objectifs très importants de structuration du tissu productif, de compétitivité des entreprises. Est-ce que cette politique porte des fruits? Est-ce qu'elle doit être révisée, revisitée? Et donc c'est le sens du travail que 2 chercheurs de France Stratégie ont mené, Aytem Benassim et Claude Mathieu. Donc ils ont réalisé un travail très fin, similaire à une étude qui existe, que certains d'entre vous peut-être connaissent, de 2012, de Bellego et d'Orté Bernadet. Ce sont 2 chercheurs, là également, qui ont regardé au niveau des données individuelles d'entreprise. Donc on prend l'ensemble des entreprises membres des pôles de compétitivité, et on les compare à un groupe de référence qui est en tout point identique à l'année de départ, donc avant l'entrée du groupe dans les pôles de compétitivité. On les compare donc à des entreprises qui ont exactement les mêmes caractéristiques, qui bénéficient également des mêmes dispositifs d'aide à l'innovation. C'est ce qu'on appelle, c'est une technique économétrique de différence, qui compare donc 2 cohortes d'entreprises aux mêmes, exactement les mêmes caractéristiques, et on regarde dans le temps leur évolution, sachant que ce qui les distingue, c'est effectivement que certaines sont membres des pôles et d'autres, avec les mêmes caractéristiques, ne le sont pas. Donc ce travail, qui est un travail très fin au niveau de chacune des entreprises, donc il y a environ 2000 entreprises membres des pôles qui sont suivies sur la période 2005-2012. Alors ça, c'est un point important, l'étude s'arrête, les données s'arrêtent en 2012, donc l'étude se concentre sur les 2 premières phases des pôles de compétitivité et ne va pas donner de résultats sur la 3e phase des pôles qui a démarré en 2013 et dont l'objectif, cette 3e phase des pôles, était de transformer les pôles de compétitivité en véritablement des fabriques de produits et d'innovation, alors que les phases précédentes étaient plus centrées sur le renforcement de la capacité de recherche-développement des entreprises et leur travail en commun avec notamment les laboratoires publics de recherche. Donc ce travail porte donc, comme je le disais, sur la période 2005-2012, et l'ensemble de l'échantillon couvre environ entre 8000 et 9000 entreprises. On regarde chaque année l'évolution de la cohorte d'entreprises qui est membre du pôle ou qui est rentrée dans le pôle cette année-là, et on les compare chaque année à des entreprises exactement identiques. Donc, comme l'a rappelé Elie Cohen, les études précédentes ne concluaient pas à des effets significatifs de la part, du fait de l'appartenance d'une entreprise à un pôle. L'étude Bellego, Dorté, Bernadet que j'ai mentionnée et qui est en tout point similaire à l'étude que nous avons menée, mais qui s'arrête plus tôt, ne voyait pas d'effet positif de l'appartenance à un pôle et d'un éventuel subventionnement public à la recherche-développement sur les dépenses de R&D des entreprises. En gros, quand l'entreprise recevait 1 € de financement public, elle dépensait 1 € supplémentaire en recherche et développement. Il ne faut pas dire que ça soit effectivement un grand succès. On s'attend, on espère, que lorsque l'entreprise reçoit 1 € de subvention, elle fasse plus que dépenser 1 € supplémentaire par rapport à ce qu'elle faisait sans subvention. Donc là, un résultat
très important du travail de Claude Mathieu et Haitham Benassim, c'est que ces subventions publiques à la R&D ont un effet de levier, exercent un effet de levier. Chaque euro supplémentaire reçu de subventions publiques se traduit par, en moyenne, pour chaque entreprise, 4,7 euros de dépenses supplémentaires autofinancées par l'entreprise et presque 7 euros supplémentaires de dépenses totales de dépenses de R&D, de recherche et développement. Donc il y a un effet levier qui est important. Pour le rapporter aux chiffres moyens des entreprises, pour les PME, c'est en moyenne 246 000 euros supplémentaires de dépenses de R&D. Et pour les grandes entreprises, les ETI et les grandes entreprises, c'est 1,7 million d'euros supplémentaires de dépenses de R&D qui sont entraînés par les subventions publiques pour chacune des entreprises. Bien entendu, c'est une des limites aussi qu'il faut souligner. C'est un effet moyen. C'est un effet moyen par entreprise et c'est un effet moyen par pôle. Donc on ne rentre pas dans la discussion qu'on a commencé à aborder. Est-ce qu'il y a certains pôles plus efficaces que d'autres? Là, c'est l'effet moyen sur les 71 pôles qui existent à l'heure actuelle en France. On pourra revenir sur ce point, notamment dans la discussion ou sur les évolutions à venir des pôles. Un deuxième effet significatif et positif qui est observé dans l'étude que nous avons produite et qui n'était pas observé dans les études précédentes, probablement par manque de recul, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut suffisamment d'années de recul pour pouvoir évaluer cette politique, c'est un effet positif sur les dépôts de brevets. Chaque entreprise de pôle, et dedans il y a une grande majorité de PME, de petites entreprises, dépose en moyenne, la dernière année, 2 brevets supplémentaires par rapport à une entreprise en tout point identique, en toute caractéristique identique, qui n'est pas membre de pôle. Alors ça peut paraître peu de brevets, mais on parle là encore souvent de PME et qui ne déposent pas nécessairement beaucoup de brevets chaque année. Et ces 2 brevets par rapport à combien de brevets? C'est une augmentation de l'ordre de 40%. Donc en réalité, il y a une entreprise en moyenne, une PME, va déposer un peu moins de 2 brevets. Et c'est 1 à 2 brevets supplémentaires qui sont comptés. Parallèlement, il y a un effet significatif, robuste, qu'on observe sur le recrutement de personnel de recherche et développement. C'est très important, puisque bien évidemment, pour qu'une entreprise fasse de la R&D, développe sa R&D, il faut qu'elle recrute du personnel. Donc là également, il y a un effet qui est mesuré et qui est en moyenne, là également par entreprise, environ 6,5, donc 6,5 personnels de R&D, donc chercheurs très probablement, embauchés supplémentaires par rapport à une entreprise non membre de pôle. En revanche, ce que montre l'étude, c'est que pour l'instant, on n'observe pas d'effet sur les variables de performance des entreprises. C'est-à-dire, on n'observe pas d'effet ni sur la rentabilité nette des entreprises, ni sur l'évolution des parts de marché, ou la productivité, ou l'exportation. C'est quelque chose que nous avons regardé. Et bien entendu, on souhaiterait que ces dépenses de R&D supplémentaires, ces investissements en R&D supplémentaires se traduisent par des effets sur la performance des entreprises, dont ces variables rendent compte. Et pour l'instant, on ne constate pas ces effets. Alors il y a plusieurs explications à cela, possibles. Mais Vincent, est-ce qu'on connaît le coût global de cette politique? Qu'est-ce que ça représente par rapport à l'impôt sur les sociétés ou par rapport à d'autres... Oui, c'est une politique qui a un coût faible. C'est en comparaison de l'impôt sur les sociétés, c'est 150 millions d'euros par an. D'accord. Dont environ 15% de frais de gouvernance. Le reste étant de la subvention à la R&D. Donc c'est
relativement, si on compare par exemple à l'ensemble de la politique d'innovation dans le pays, qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, notamment avec le crédit impôt recherche, qui est là une mesure de l'ordre de 9 milliards d'euros par an ces dernières années, on est bien entendu dans une politique qui coûte assez peu. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Donc ce n'est pas une politique dispendieuse. Néanmoins, 150 millions d'euros, c'est important d'évaluer les effets qu'on doit en attendre. Donc peut-être pour terminer, c'est pas surprenant pour l'instant qu'on ne voit pas d'effet sur les variables de marché, les performances de marché des entreprises, parce que les effets sur les dépenses de R&D ont commencé à être mesurés 2 ou 3 ans après le début de cette politique. Donc 2007-2008. On peut penser que pour développer, passer de la dépense de recherche et développement au développement d'un produit, il faut, et les études convergent dans ce sens, compter de l'ordre de 5 années. Donc 5 années, ce serait à partir de 2012, concrètement, ou 2013, qu'on pourrait voir les effets sur la commercialisation de nouveaux produits, du coup l'impact sur les parts de marché, éventuellement l'exportation. Donc là, il va falloir qu'on attende 1 année ou 2 supplémentaires pour avoir la mesure de ces effets réellement sur les performances des entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'effet probant. Et peut-être juste un dernier point, cette analyse couvre à peu près toutes les entreprises d'EPOL, sauf quand même, et il faut le dire et c'est important, les entreprises qui font plus de 16 millions d'euros de dépenses de R&D par an. Et ceci, bien entendu, ça correspond aux plus grands groupes, aux plus grandes entreprises françaises qui sont membres d'EPOL, et simplement parce que la technique économétrique utilisée ne permet pas de trouver de groupes de référence aux mêmes caractéristiques qui ne seraient pas membres d'EPOL. Donc c'est une limite importante parce que on peut penser que les grandes entreprises sont celles qui ont probablement le plus investi et le plus récupéré, enfin reçu d'effets des pôles. Ça reste à démontrer, mais en tout état de cause, il faut avoir en tête que les résultats ici sont valables pour les PME, les ETI et quelques grandes entreprises, mais celles qui font moins de 16 millions d'euros de dépenses de R&D par an. Merci beaucoup. Justement, on va quitter un peu le domaine économétrique pour passer plus aux illustrations pratiques avec Stéphane Distinguin. Avant de parler des pôles de compétitivité, je me demandais s'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui savaient ce qu'était Faber-Novel. Voilà, donc vous pouvez peut-être nous expliquer, parce que je crois que c'est une structure originale qu'on connaît peu, mais qui fait des grandes choses. Je suis entrepreneur, c'est ce qui me permet d'être élu, parce que je suis pour commencer à parler un tout petit peu des pôles de compétitivité, ce sont régis par des associations qui sont derrière, donc association de loi de 1901 avec une gouvernance qui est une gouvernance bénévole et soutenue par des équipes qui sont des équipes permanentes. Donc moi je suis représentant en fait d'un collège qui est celui des petites et des moyennes entreprises, donc dans lesquelles vous trouvez des sociétés qui sont des sociétés très récentes comme les startups, et puis après ça qui peuvent être très techniques, très technologiques, mais un peu plus anciennes. Donc Faber-Novel, c'est une société que j'ai créée en 2003 qui a pour vocation vraiment d'accompagner des organisations dans l'invention de leur futur. Donc alors ça semble soit très ambitieux, soit pas suffisamment clair, je vais essayer de le préciser. C'est qu'on voit, et Cap Digital, donc le pôle de compétitivité que je préside, est vraiment focalisé sur le sujet du numérique, qu'on a affaire à une économie qui va extrêmement vite, dans laquelle des géants peuvent se créer en l'espace de quelques années, que ces géants souvent bousculent des entreprises qui sont des entreprises plus établies. Il me semble très important en France, en région parisienne, de pouvoir accompagner les petits en leur permettant de devenir plus grands, mais aussi permettre à des plus grands de rester pertinents au goût du jour, proposer des produits, des services, parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu in fine dans les pôles de compétitivité, c'est notre obsession, qui est celui d'emploi. Donc
Donc cette transformation numérique, appelons-la comme ça, est un enjeu qui est un enjeu de pôle de compétitivité, mais aussi pour moi, tous les jours, mon métier en tant qu'entrepreneur, qui fait que donc j'accompagne des très grandes entreprises dans cette transformation, en tant que designer, en tant que concepteur de nouveaux produits, de nouveaux services, mais aussi en créant des startups. Alors vous connaissez peut-être pas Faber Novel, mais vous connaissez peut-être Digitic. Si vous achetez des billets sur Internet, vous connaissez peut-être KissKissBankBank. Si vous soutenez des projets en crowdfunding, vous connaissez peut-être Bureau à partager, si vous êtes appelé à partager des bureaux, en tout cas à trouver des bureaux. Et ça, c'est des entreprises qu'on a pu créer, donc qui sont des startups. Voilà. Et donc toutes ces entreprises et toute cette innovation, vous l'avez faite sans pôle de compétitivité, celle-ci? Ça n'avait rien à voir avec Cap Digital? Alors, rien à voir. C'est une activité qu'une activité entrepreneuriale. Je pense que moi, j'ai eu de la chance d'être président d'un SPL, donc d'un système productif local dont parlait Elie Cohen à l'instant, et ensuite d'être président de pôle de compétitivité. J'étais président de Silicon Sentier, vous n'êtes pas très loin du Sentier ici, qui est devenu Numa, puis donc depuis 2013 de Cap Digital. Je pense qu'on ne peut pas se créer en faisant abstraction en fait de son écosystème. C'est un mot très à la mode, mais pour être plus fort, il faut réussir à se rattacher à une culture, à une compétition, à la qualité en fait d'un environnement qui vous permette de vous présenter comme étant encore meilleur que ce que vous seriez tout seul, surtout quand on débute. Si j'arrive dans un domaine qui est donc celui de l'innovation numérique et que je dis ici maintenant que je suis Faber Novel de Paris et qu'à côté de moi il y a quelqu'un qui dit bonjour, moi je suis Faber Novel de San Francisco, je pense qu'à peu près 90% des gens au moins, peut-être même l'intégralité des personnes ici diront que celui de San Francisco est meilleur que celui de Paris. C'est vraiment une démonstration qu'en fait cette valeur du territoire et ce qu'on nous précède toujours. Donc on ne peut pas se dire que on se crée sans être attaché en fait à des valeurs qui vous dépassent et qui sont celles d'un collectif, qui sont celles d'un territoire. Et c'est pour ça que j'ai bien du mal à vous répondre en me disant je ne me suis pas créé en dehors de Cap Digital, je ne me suis pas créé en dehors de Silicon Sentier, mais il m'a toujours semblé essentiel de pouvoir me prévaloir de cet écosystème tout en y contribuant parce qu'in fine, voilà, j'y gagnais aussi. Et alors concrètement, Cap Digital, racontez-nous un peu ce que ça apporte aux... Alors, j'étais un peu déçu, voire désolé par votre introduction parce que j'ai senti un début de réquisitoire contre les pôles de compétitivité et en particulier une espèce de statu quo post-bellum où vous disiez en gros Minalogic, Aerospace Valley, ils étaient là, avaient ce qu'on avait vraiment besoin en fait de faire des pôles de compétitivité pour qu'ils restent les premiers, sauf que c'est plus les premiers. C'est Cap Digital qui est le premier pôle de compétitivité de France. On a plus de 1000 membres et effectivement, si je dois vous raconter une histoire, et j'espère que c'est une belle histoire, c'est celle en fait d'un pôle de compétitivité qui n'était pas attendu. C'était un pôle de compétitivité qui était clairement moins évident parce que moins industriel, parce que on traitait d'enjeux qui étaient la vie numérique à l'époque. C'était image, multimédia, vie numérique et que alors maintenant c'est 10 ans plus tard, on a eu de la chance. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a été plutôt porteur et a permis vraiment de créer beaucoup de startups qui sont devenues des vraies réussites. Donc évidemment qu'on a eu, on n'avait pas Airbus, on n'avait pas le CEA et quelques belles entreprises du côté de Grenoble qui, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Madame en parlera peut-être. Peut-être leur étoile un peu plus pâlie que justement celle les startups de parisiennes. Mais on a eu la chance de beaucoup se développer. Si je dois un peu reprendre vos propos, je pense qu'il y a eu différentes étapes, évidemment, dans les pôles de compétitivité. D'abord, il y a une prise de conscience. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a quand même, effectivement, aujourd'hui, en 2016, on peut parler d'une espèce de miracle des écosystèmes et on est toujours écrasé, on ne l'a pas encore cité, donc je vais m'engouffrer dans cette brèche, on n'a pas encore parlé de la Silicon Valley et quand on y pense, quand on pense que dans un métier qui pourrait être extrêmement dématérialisé, parce qu'on se fait des emails, on chatte, on est sur Skype, enfin, je veux dire qu'on pourrait très bien imaginer que justement, on n'a pas besoin de tous être à côté les uns des autres. On a sur l'espace de quelques kilomètres carrés, aujourd'hui, je parle aux économistes qui m'entourent, je suis le seul à pas avoir cette science, je ne sais pas
quand, dans l'histoire de l'humanité, on a retrouvé une telle concentration en fait, de pouvoir et Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les premières capitalisations boursières au monde, vous avez en 1 Apple, en 2 Google, en 6 Facebook depuis à peu près ce qu'on annonce la semaine dernière. Est-ce que ça a vraiment déjà existé? Est-ce que 6 des plus grandes structures au monde ont été aussi concentrées? Alors, je sais pas. Je me pose simplement la question. En tout cas, il n'a jamais été vraiment possible de pouvoir les comparer les unes par rapport aux autres. Et c'est peut-être la première fois qu'on peut commencer à avoir ce genre de classement. Et ça démontre qu'à une époque où on dématérialise, il y a quand même la valeur d'un territoire et du rattachement d'une économie à ce territoire. Donc, je vous disais, d'abord une étape de rattrapage. Il y a une dizaine d'années, il fallait faire évoluer l'organisation, il fallait faire partie les grands, les petits, la recherche. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'autonomie en fait, des universités qui est passée à peu près au même moment et que les pôles de compétitivité ont aussi contribué à permettre aux universités à apprendre à pêcher, au sens à trouver des financements qui n'étaient pas uniquement les financements, les subsides qui venaient en fait du modèle précédent, mais qui les poussaient à travailler avec l'industrie, avec l'entreprise, de façon à développer des projets. Donc ça, c'est un point quand même important. Il y avait des enjeux de culture, il y avait un enjeu de taille critique, de visibilité internationale. Vous avez parlé des 2 plus gros, mais il y en avait d'autres. Ensuite, Eli Cohen en a parfaitement parlé, il y avait vraiment un enjeu d'aménagement du territoire. Il faut quand même rappeler que Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'économie et des finances, avec Christian Blanc, travaille sur un projet de pôle d'excellence européen, où en gros, il y en a peut-être 5 ou 7 en France. Il repasse ministre de l'Intérieur et donc de l'aménagement du territoire. Tout d'un coup, on se retrouve avec effectivement une 60aine de pôles de compétitivité. Donc c'était pas la même personne, mais avec 2 axes qui étaient 2 perceptions différentes de ce que devaient être ces pôles de compétitivité. On en a dit plutôt du bien, j'ai beaucoup de choses positives à dire. Je dois quand même rappeler quelques petits défauts de naissance. Ces défauts de naissance, c'est d'abord la labellisation. C'est-à-dire que c'est des structures, il ne faut pas oublier, j'insiste en tant que président de pôle de compétitivité pour rappeler que nous labellisons, mais nous n'avons pas l'argent. Donc nous, en fait, on donne un label qui permet et que sur les 10 années on labellisait notre label a été amené à évoluer parce que d'autres dispositifs, vous en parliez à l'instant, ont été créés et que en dehors du FUI qui reste vraiment l'apanage des pôles de compétitivité, l'ANR et quelques autres se sont émancipés. Donc je veux dire que typiquement la recherche a un peu moins intérêt à travailler qu'à une époque avec les pôles de compétitivité. Le dernier point qui est pour moi un défaut de naissance, c'est la gouvernance. Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'on est entre nous, puis on n'est pas filmé, puis vous répéterez rien, bien sûr. Il y a aussi un enjeu qui représente et qui s'engage dans la gouvernance de ces pôles de compétitivité. Je pense pouvoir dire que je suis un des rares président de pôle de compétitivité issus des PME. C'est beaucoup les grandes entreprises qui les dirigent. Je ne fais pas de procès d'intention, mais c'est aussi est-ce que dans un projet de recherche collaborative, une grande entreprise a vraiment intérêt à faire des projets stratégiques en collaboratif ? Pas forcément. Donc ça amène aussi à avoir certaines pratiques qui sont pour moi plutôt défensives que vraiment compétitives dans les projets de recherche. Je le dis aussi parce que j'ai beaucoup d'amitié pour eux, mais c'est souvent des vieux messieurs en fin de carrière, voire déjà à la retraite plus ou moins 1 ou 2 ans, qui participent à cette gouvernance et que donc je pense que c'est assez clair aussi sur l'ambition et la volonté parfois de ces grandes entreprises de s'impliquer dans la gouvernance et dans les projets de ces pôles de compétitivité. Et ça, c'est le début. Alors après ça, il n'empêche que je pense qu'il y a des résultats qui sont des résultats tout à fait probants, que la feuille de route des pôles de compétitivité a été retravaillée sur la 3e phase où on nous a demandé d'être plus dans l'aval, un peu moins dans la recherche et un peu plus sur l'innovation et la mise sur le marché, un peu plus aussi au service des PME. C'est-à-dire donc quand on s'est aussi dit que c'était peut-être elles plus que d'autres qui avaient cette capacité à avoir l'agilité d'aller sur les marchés, mais aussi cette capacité à créer encore plus d'emplois. Je pense que là, pour le coup, des études l'attestent, le démontrent. Rapidement, et peut-être pour conclure, moi, si je dois redéfinir la mission première d'un pôle de compétitivité aujourd'hui, c'est à la fois accompagner la prise de risque. C'est-à-dire que c'est l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est un peu nouveau parce que parfois on nous fait le procès,
Et pourquoi pas de soutenir en France, et en particulier avec les pôles de compétitivité, des entreprises, vous savez, juste au-dessus de l'eau, c'est-à-dire que vraiment des entreprises qui n'auraient pas vraiment survécu dans d'autres systèmes et de les mettre un peu sous perfusion et avec l'aide des pôles, empêcher une compétition, pour le coup, qui aurait peut-être eu de meilleurs résultats in fine sur l'intégralité de l'écosystème. Je pense qu'il est justement essentiel de positionner notre mission comme étant celle vraiment d'accompagner la prise de risque. C'est-à-dire d'aller chercher un peu plus, d'aller chercher un peu plus de recherche, d'aller chercher un peu plus de... Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est ça en fait, qu'on attend en fait, de ce genre de dispositif. Ensuite, l'autre chose, c'est de pouvoir aussi anticiper ce dont l'écosystème a besoin. Et de ce point de vue-là, je pense que voilà, notre grande feuille de route, c'est quoi ? C'est aujourd'hui articulé ou intégré parce que, Eli Cohen là encore, et vous monsieur, vous en parliez, il y a vraiment une forêt, je dirais un maquis d'aide. Et cette forêt, cette maquis d'aide correspond aussi à des opérateurs de toutes ces aides. Je dirige un pôle de compétitivité dans le numérique. Sur les 2-3 dernières années, vous avez peut-être plus entendu parler de French Tech que d'autres choses. C'est un dispositif qui est nouveau, qui évidemment a des incidents sur l'opération d'un pôle de compétitivité ou des SPL. Et on remarque que la chose publique, qu'elle soit au niveau des régions, au niveau des collectivités locales ou au niveau de l'État, aime bien inventer nos systèmes, surtout quand on est sur des sujets aussi sexy que le numérique. Donc, charge à nous, je ne fais pas de procès d'intention, de pouvoir bien nous articuler par rapport à tous les dispositifs qui se créent. Je pense que... ensuite, l'enjeu de la transformation en fait, numérique, c'est le mien, c'est celui de Cap Digital, doit être notre obsession et on doit justement continuer à pouvoir animer en fait, vraiment une variété d'acteurs. Il n'y a pas d'autres entités, d'autres organisations que les pôles de compétitivité qui réunissent les universités, les laboratoires, les grandes entreprises, les petites, les écoles. Ça n'existe pas. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on reste à pousser cette culture, ces bonnes pratiques. Ensuite, si je devais encore battre ma coulpe ou chercher quelque chose et vraiment insister sur la partie à moitié vide de ce verre, c'est la recherche. Je maintiens qu'aujourd'hui, on a besoin de renouveler nos vœux avec le monde de la recherche, qu'on n'a pas craqué le modèle, autant je trouve que la relation start-up grande entreprise a vraiment bien évolué, autant je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses très très positives à dire, autant je me pose la question aujourd'hui de savoir si la recherche et les pôles de compétitivité ne devraient pas... Enfin, il y a quelque chose à retrouver, à développer. Enfin, dernier point, et c'est vraiment nos gros chantiers du moment, soutenu par la région Île-de-France au sein de Cap Digital, c'est tout ce qui est éducation et emploi. Il ne me semble pas surprenant qu'on soit peu mieux placé que les autres pour identifier quels sont les emplois de demain, pour pouvoir soutenir en fait dans le modèle de formation continue ou d'éducation initiale. Je suis au CNAM ici. Pour la petite histoire, je crois que c'est même l'amphi dans lequel on a parlé d'entrepreneurs pour la première fois. On a besoin de structures qui puissent être un petit peu comme les chambres de commerce, dont je ne pense pas beaucoup de bien ces dernières années, ce qu'elles ont pu faire au 19e siècle, et proposer des écoles, des formations, et que ça, les pôles de compétitivité, à mon avis, sont appelés à pouvoir avoir ce rôle-là, et il me semble essentiel. Merci beaucoup. Ça avait des bonnes pistes de réflexion pour Emmanuel Macron. Vous avez travaillé avec lui sur ce sujet? Vous l'avez conseillé? Bien sûr. Écoutez, on en reparlera dans les questions-réponses, mais c'est pas ça. Il n'y a pas de caméra, vous pourrez nous raconter. Mais je pense pas trahir qui que ce soit en vous disant qu'il n'y avait pas de gros intérêt pour les pôles de compétitivité, ce qui est un classique. Je veux dire que c'est un dispositif qui date. Il y a tout ce qu'on a pu dire jusqu'à aujourd'hui, donc on a tous un petit peu des points qui sont des points qui sont normaux parce que c'est un dispositif qui est récent. C'est-à-dire que je vous ai parlé de la Silicon Valley tout à l'heure. Ça, même si c'est super puissant aujourd'hui, ça date pas de 10 ans non plus. Donc voilà. Après, ce que je remarque, et c'est le cas aussi avec Emmanuel Macron, c'est qu'en partant peut-être avec certains a priori et pas un intérêt majeur au départ, je trouve que là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a plutôt un véritable intérêt et justement l'envie de renforcer en fait les pôles de compétitivité plutôt que de leur tailler une croupière.
D'accord, merci beaucoup. Vous avez évoqué, Stéphane Distinguin, le lien Elie aussi, vous avez évoqué ce lien entre l'aménagement du territoire, les territoires, le développement du territoire et les pôles de compétitivité. C'est un des sujets sur lesquels vous travaillez, Nadine. Est-ce que ça a vraiment été utile? Est-ce que ça a fonctionné de ce point de vue? Je crois que justement en termes d'évaluation, c'est un des domaines sur lesquels on a le plus à regarder, c'est-à-dire cette relation au territoire. Je voulais aborder les choses. Oui, je pense que c'était avant. Voilà. Aborder les choses en revenant sur l'idée que la base finalement de ces politiques de cluster, de pôles en France sont les clusters, donc invention des entreprises, non pas des politiques, hein, qui ont effectivement retrouvé et remarqué très tôt qu'elles avaient intérêt à se localiser à proximité les unes des autres et à fonctionner ensemble sur des territoires. Donc ce qu'est venu rajouter la politique, c'est en particulier la politique des pôles ici, c'est l'incitation financière dans une vue de recherche-développement, ce qui n'était pas le cas, et en tout cas, ce n'était pas le cas des SPL, à mon avis aussi. C'est pour ça que ça me paraît aussi un peu difficile de comparer directement l'évaluation des SPL et l'évaluation des pôles. Donc la politique des pôles est revenue rajouter cette incitation à l'ARD, à l'innovation de manière centrale, et puis l'incitation à la coopération avec sélection sur des croisements secteur-territoire. C'est relativement important. C'est un mouvement qui n'est pas purement français, en fait, c'est vraiment mondial, cette politique des pôles depuis un certain nombre d'années, avec cette même idée d'incitation à l'innovation en sélectionnant des secteurs et des territoires. Alors les effets attendus, on sait, sur les territoires, ils sont assez connus, sont les externalités locales, c'est-à-dire la multiplication des interactions locales qui fait qu'on peut bénéficier de l'effort produit par l'autre. Il ne marche pas celui-ci. D'accord. Ah ben, il faut que je m'avance. Ouais. Donc les externalités locales qui permettent donc aux acteurs de fonctionner ensemble et de bénéficier les uns des autres des efforts fournis du côté de sciences, industrie, formation et des échanges entre grands groupes et PME, par exemple. C'est aussi faire des économies d'échelle sur des infrastructures locales de manière importante. Et puis, on peut aller plus loin vers la vision un peu d'intégration dans des écosystèmes et de la constitution de véritables écosystèmes d'innovation qui, finalement, débordent sur l'activité économique et le développement économique du territoire. Donc, c'est un peu dans ce sens que, à mon avis, la politique des pôles aujourd'hui, elle a un écho relativement important en Europe avec les politiques de stratégie régionale d'innovation en Europe qui ont poussé à l'idée de développement, de spécialisation intelligente sur les territoires. Mais aujourd'hui, Nadine, quand vous voyez, est-ce qu'il y a certains territoires où on a vraiment vu un effet spectaculaire des pôles, où vraiment il y a eu un avant, un après, un spectaculaire? J'aimerais bien, comme le débat, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a ces effets attendus là, mais qu'il y a aussi beaucoup d'effets pervers qui peuvent se développer, et que c'est pour ça qu'il est nécessaire d'aller vers des évaluations beaucoup plus précises de ça. Parmi ces effets pervers, j'allais dire, il y a déjà des effets embêtants qui peuvent être au niveau national. Puisque si on fait des choix secteur-territoire, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs et territoires qu'on n'aide pas. Donc il y a des effets de distorsion nationale dont on est obligé aussi d'évaluer les effets. Est-ce que ce qu'on a mis ici, on aurait mieux fait de le mettre ailleurs, etc. Ça, à ma connaissance, on n'a pas encore aujourd'hui de vision suffisamment claire de ça. Il y a d'autres effets qui peuvent être, au contraire, le saupoudrage. Voilà. Trop, on ne veut pas distordre, donc du coup, on saupoudre
partout sans faire de choix. Et on en revient aussi à un effet complexe. C'était un peu le risque qui a été évoqué quand on a vu apparaître tous ces projets au départ. Et puis pour les territoires, il y a les risques d'enfermement dans des spécialisations qui soient un peu trop fragiles et qui en tout cas les fragilisent dans des contextes d'évolution importants au niveau national et international, et donc les contraindre à des spécialisations et mettre l'argent sur des critères de sélection qui ont parfois de la peine à anticiper quand même ce qui va partir à l'avenir. Ça peut être un effet d'enfermement qui n'est pas toujours favorable au territoire. Donc en fait, il y a un certain nombre d'effets pervers possibles. J'aurais de la peine aujourd'hui à vous donner exactement les exemples derrière ce que vous me demandez, mais je crois que le débat, il existe encore, il existe toujours, et que parmi les économistes, il se résume à ces deux positions qu'on trouve encore aujourd'hui de manière affirmée. La première position qui est défendue notamment dans un des derniers notes du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui est une vision partisane d'un renforcement des effets d'agglomération, qui ne considère que les seuls territoires valables pour un véritable développement des pôles de compétitivité, ce sont les grandes agglomérations urbaines qui offrent à la fois la possibilité d'une diversité dans laquelle on peut pêcher et de spécialisation forte dans cette diversité, dans des infrastructures globales qui allient les activités financières, les activités industrielles, les activités d'éducation, etc. Et donc seules les grandes agglomérations pourraient être porteuses finalement de pôles de compétitivité spécialisés qui soient performants. Donc ça, c'est la position qui est assez clairement défendue, donc qui supposerait une réduction forte du nombre de pôles aidés et des pôles dans les agglos déjà constitués. Et puis il y a justement la logique qui est un peu celle qui a été renforcée par cette politique européenne, qui est plus une logique de rechercher dans chaque territoire quelle est la spécialisation intelligente, mais d'éviter les effets d'enfermement en fonctionnant en réseau dans un monde global où les réseaux de coopération se développent bien au-delà des pôles de compétitivité. Et donc c'est la logique un peu de l'interclustering, du développement important aujourd'hui aussi dans la politique des clusters, de à la fois labelliser et puis s'appuyer sur cette idée de labels territoriaux spécialisés bien reconnus, sur lesquels on peut facilement associer un territoire et un secteur, mais en même temps faire attention à ce que ces territoires-là ne soient pas enfermés et fonctionnent en réseau par le biais des coopérations interréseaux qui existent ou par le biais des projets européens et des soutiens aux projets européens, puisqu'un des enjeux aussi des pôles de compétitivité, c'est d'être effet de levier pour entrer dans des réseaux européens qui sont le lieu, notamment, ou mondiaux, qui sont le lieu où se développent les activités de recherche pointues et où on peut voir apparaître des choses. Donc voilà, je dirais on est encore dans ce débat. À ma connaissance, il n'est pas résolu. Il y a des défenseurs des deux côtés économiquement. Et on aurait besoin donc d'évaluations, je pense, qui prennent en compte ces effets territoriaux pour essayer d'aider à la décision publique dans ce domaine. Les évaluations qui sont faites uniquement au niveau microéconomique pour comparer finalement, je vais aller jusqu'au bout de la démarche, les évaluations qui sont importantes, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas nécessaires, mais qui prennent les entreprises bénéficiaires des pôles pour les comparer à des non-bénéficiaires qui ont les mêmes caractéristiques. Suppose qu'on va comparer donc des bénéficiaires et des non-bénéficiaires dans la même région ou dans le même écosystème, puisque c'est une des caractéristiques fortes du pôle, c'est d'être dans une région. Si on ne trouve pas d'effet, pour moi, ça peut vouloir dire que justement l'écosystème a très très bien fonctionné, que les externalités venues des entreprises aidées ont permis à ce que même celles qui ne sont pas aidées
participent à cette dynamique globale. Et donc, si on ne trouve pas finalement d'effet plus sur l'innovation par ces études, ça n'est en rien, enfin, ça peut très bien être une grande réussite territoriale et non pas un échec de la politique. Donc il faut aller plus loin, je pense, dans les évaluations pour voir si effectivement, si on ne trouve pas ces effets, est-ce que c'est vraiment le résultat d'une dynamique qui a entraîné tout le monde localement ou au contraire c'est un vrai échec de la politique qui n'aurait pas montré les plus. Quand on montre un plus, ça peut être un échec du local qui n'a pas su entraîner les non-bénéficiaires. Merci beaucoup. Est-ce que, Elie-Cohen, j'aimerais vous demander, le modèle parfait de pôle de compétitivité, c'est la Silicon Valley, comme l'a rappelé Stéphane, enfin leur rêve. Est-ce qu'on ne court pas tous après une chimère en se disant qu'on va pouvoir reproduire à la fois cet écosystème et personne n'y n'a réussi, donc finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas? Écoutez, d'abord, il faut avoir les... Faut que je mette le micro. D'abord, il faut avoir les ordres de grandeur en tête. Hein. Vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce que ça représente financièrement. Donc, je vais vous donner quelques chiffres à grands coups de serpe. La politique des pôles d'innovation, on a dit, c'est 150 millions d'euros par an. D'accord? Ça se compare au crédit d'impôt recherche, qui est une exonération d'impôt pour les entreprises qui font de la recherche, de 5 milliards par an. Ça se compare à un total de politique d'innovation qui est de 10 milliards par an. Et ça se compare à un produit d'impôt sur les sociétés qui est de 50 milliards par an. Bon, donc d'abord, il faut commencer par relativiser grandement le poids de ces politiques de pôle de compétitivité. Donc il faut en faire plus ou moins? Attendez. Ouais. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question. Il se trouve que j'ai fait partie de la commission Rocard-Juppé, et moi, je faisais partie des gens qui étaient convaincus comme ça de l'intérêt de ces politiques de pôle de compétitivité, à la limite, indépendamment même de toute évaluation, pour créer une dynamique d'interaction dans des espaces géographiques déterminés. Parce que j'ai tellement eu l'occasion de voir que d'un côté à l'autre de la rue, une entreprise ne communiquait pas avec un centre de recherche public ou ne communiquait pas avec un centre de formation, que je pensais qu'il était bon en soi de créer cette dynamique. Et donc, quand j'étais dans la commission Rocard-Juppé, j'avais le représentant des pôles de compétitivité qui était là, et je lui posais la question, je lui ai dit, imaginez que je vous double les moyens demain matin. Il m'a dit, ah non, non, ça c'est pas possible. Je dis, comment? Il me dit, ben non, je ne saurais pas faire. Je ne saurais pas dépenser correctement un budget qui serait 2 fois plus important. Et j'avais fait la même chose avec les centres Carnot. J'avais dit, imaginez qu'on vous double les moyens demain matin. Il me dit, ah non, non, je ne peux pas. Les centres Carnot, qu'est-ce que c'est? C'est des centres de recherche technique labellisés, là aussi, qui permettent du transfert de technologies prioritairement vers les PME et qui accompagnent les PME dans des filières technologiques particulières, puisque ces centres Carnot sont spécialisés par type de technologie ou par type de filière technologique. Donc, pour vous répondre que ce n'est pas fondamentalement une question de moyens. Il y a une question de capacité d'absorption des institutions, quelles qu'elles soient. Premièrement, première réponse à votre question. Deuxième réponse à votre question, on a un tel maquis de dispositifs, mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est absolument hallucinant. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, on a 61 dispositifs spécifiques au niveau national pour se répartir 5 milliards sur les 10 milliards de la politique d'innovation. Donc, alors qu'on pourrait penser qu'il y a un instrument pour un type de politique. On ne comprend pas pourquoi il pourrait y avoir 10 instruments, 15 instruments, 30 instruments pour favoriser la politique de recherche coopérative entre public et privé, destinée aux PME, etc. Et pourtant, on a ce fameux maquis institutionnel et qui se complique tous les jours à la mesure de la réduction des moyens. Il y a de plus en plus d'acteurs pour des moyens de plus en plus limités. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Et malgré tout, je continue à penser qu'il y a une dynamique qui a été créée. Alors, bien entendu, quand vous comparez la moyenne de ce que reçoit un pôle de compétitivité en France à ce que sont les grands clusters au niveau mondial, moi, je dirais à vue de nez, un grand cluster type Silicon Valley ou autre, ça doit être une masse critique de l'équivalent de 5 milliards de dollars par an. Donc qui viendrait de l'État fédéral vers la... Qui vient de l'ensemble des grants
qui sont reçus à la fois par l'industrie, par l'État, à travers la politique publique, à travers également les endowments des institutions qui participent à ce... Et Suzanne Berger, qui avait fait un calcul sur l'effet industrialisateur du MIT, a constaté, en additionnant les effets des entreprises qui ont été créées à partir des innovations issues des laboratoires de recherche du MIT, que ça représentait à peu près l'équivalent de la moitié du PIB français, sur la longue période, bien entendu. Donc c'est... Bon, donc, je veux dire, pour raisonner sur ces pôles de compétitivité-là, pour raisonner sur ces clusters, si on raisonne niveau Silicon Valley, etc., bon, on voit bien que la France n'est pas du tout à la dimension, et c'est là où vous retrouvez vos fétiches, que sont le pôle de Grenoble, historiquement, par la masse critique que ça représente, ou l'Aerospace Valley, qui se sont constitués, en fait, sur une dynamique qui est déjà très ancienne. Ce n'est pas une décision qui est venue d'en haut, il y avait un terreau industriel et il y avait la coopération historiquement nouée entre l'industrie nucléaire, le centre de recherche nucléaire, les industriels de la filière électromécanique et électrotechnique. Tout ça, ça existait depuis les années 50. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de dimension, justement, puisqu'on ne fera pas de Google à l'échelle française? Est-ce qu'il ne fallait pas tout de suite, il y a 10 ans, prendre une échelle européenne? Allez-y, Stéphane, oui. La vocation était plus qu'européenne, elle était mondiale. Il y avait d'ailleurs, c'était le pôle à vocation mondiale et pôle mondiaux. Sur le débat qu'on est en train d'avoir là maintenant, c'est de savoir si on a la bonne échelle. Je pense aussi qu'il y a une particularité française, c'est-à-dire qu'aux États-Unis ça fonctionne, mais il n'y a pas de pôle de compétitivité, il n'y a pas d'équivalent, en fait, il n'y a pas de cette gouvernance. Et d'ailleurs, tous les exemples qu'on donne, Stanford, MIT, sont des exemples dans lesquels l'université est extrêmement forte, elle est extrêmement puissante, et dans laquelle, en fait, elle est un modèle pour tout l'écosystème. Moi, j'aime bien répéter que Google ne s'est pas envisagé en copiant IBM, en copiant Microsoft, mais c'est envisagé en copiant Stanford. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, nous, avec Paris-Saclay ou... Écoutez, on le fait en recherche, mais on ne le fait pas en entreprise que ça crée, quoi. Je suis soit pas suffisamment mauvais camarade, soit pas armé pour pouvoir répondre. La seule chose que je remarque, c'est que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on essaye de faire les mêmes choses et qu'elles avancent pas tant que ça. Ça, c'est vrai, parce que Saclay, ça fait quand même un petit moment qu'on entend parler. On voit qu'il y a quand même un grand débat entre la région et la ville de Paris sur le fait de savoir est-ce qu'il faut faire à l'extérieur de Paris ou à l'intérieur de Paris. Nous, justement, si je dois revenir 2 secondes sur Cap Digital, on a plutôt incarné un modèle qui était plutôt plus parisien, plus en réseau, avec des lieux différents, avec des incubateurs, mais qui n'était pas concentré sur le plateau de Saclay, qui était plutôt un de nos collègues pôle de compétitivité, l'excellent systématique Paris Region, avec lequel on essaie de travailler de plus en plus, qui lui est sur le plateau de Saclay. Ce que je veux remarquer simplement, c'est que la chose publique est moins impliquée dans les clusters américains, et qu'elle a un autre fonctionnement dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est celui aussi de la commande publique. C'est-à-dire que ce soit en fait l'achat ou la présence historique en Israël ou aux États-Unis de l'armée dans la commande auprès de ces sociétés de technologie, auprès des universités, c'est vrai que c'est une autre façon de soutenir et qu'il semblerait qu'elle fonctionne un peu mieux. Oui. Vincent, qu'est-ce que vous allez recommander, France Stratégie, à Emmanuel Macron, de doubler les 150 millions ou de continuer à évaluer? Non, on ne se place pas du tout dans la position de recommander d'augmenter ou de diminuer les fonds publics alloués. On cherche à évaluer leur efficacité. Et ensuite, il faut bien voir, comme Jean-Yves Cohen le disait au début, que les pôles de compétitivité doivent être évalués dans un ensemble assez complexe de politiques de soutien à l'innovation. Et en revanche, ce qu'on peut recommander, c'est qu'effectivement, il faut probablement réduire le nombre de dispositifs, parce qu'aujourd'hui, il y en a trop. Il y en a trop qui sont similaires et qui ciblent des objectifs trop proches avec des mécanismes trop
trop similaires là également. Donc il y a un effort effectivement de rationalisation, mais l'étude dont on parle aujourd'hui n'est qu'un bout assez limité de l'ensemble du travail que mène cette Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, avec la difficulté que quand on évalue un dispositif, il faut l'évaluer dans son écosystème, dans l'ensemble des dispositifs qui existent. Et ça, c'est un vrai challenge pour les économistes en termes d'évaluation des politiques publiques. Simplement parce que c'est peut-être l'occasion aussi de former un vœu qui est celui de la donnée. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt stupéfait de voir que les meilleures études, y compris sur les clusters français, viennent parfois de la recherche américaine plutôt que de la recherche française. Je pense qu'on aurait dû, dans les pôles de compétitivité, peut-être être plus appliqué sur la suivi en fait, de l'information de la donnée. Et je voudrais aussi insister sur le fait que dans une économie qui évolue extrêmement vite, les données, les indicateurs à suivre sont plus tout à fait les mêmes. Par exemple, nous, souvent, on nous regarde à l'aune des brevets. Moi, je suis dans une économie, dans une industrie qui produit très peu de brevets et dont l'enjeu n'est pas aujourd'hui de breveter. Donc ça, c'est un des éléments sur lesquels on a le plus besoin d'être au contact justement des scientifiques, des économistes, des chercheurs, de façon à pouvoir déjà mieux nous comprendre et mieux nous connaître. Et je trouve toujours assez cruel de se rendre compte que c'est d'autres ailleurs qui nous connaissent mieux et qui nous mesurent mieux. Nadine Massard, vous vouliez rebondir et puis ensuite on va prendre quelques questions dans la salle. Oui, je voulais rebondir sur plusieurs points. Le premier, c'est d'abord sur la référence à Silicon Valley, etc. Donc peut-être un des résultats que moi, j'aurais peut-être pas cru au départ de la politique des pôles, c'est quand même d'avoir montré que on peut développer des modèles différents avec une politique finalement qui est d'aide à la R&D. Les acteurs locaux ont construit des choses nouvelles qui sortent du schéma pur Silicon Valley ou grands pôles mondiaux, etc. Il y a tous ces autres petits pôles qui se sont créés, donc on peut considérer que c'est un échec de la politique, je ne suis pas sûre. Il y en a quand même certains qui sont des vrais labels territoriaux et qui, notre collègue demande peut-être dans ce domaine-là, a priori, la politique des pôles, je n'aurais pas pensé que c'était quelque chose qui serait le plus adapté parce que l'aide à la R&D, à la R&D traditionnelle, un enjeu sur le brevet, ça n'était pas a priori le modèle à défendre là-dedans. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels ça a permis de montrer qu'on peut faire ça. Deuxième remarque, c'est que quand même, une des questions sur les pôles, c'est que si on a aidé à l'ERD, on bloque encore aujourd'hui vers innovation et activité économique. Et que tous les dispositifs qui viennent aussi de la politique française sont des dispositifs en faveur de l'offre, c'est-à-dire en faveur des producteurs de R&D. Ils commencent à se développer, je crois déjà, c'était une évolution quand même sur Grenoble aussi, beaucoup d'initiatives en faveur de la demande de R&D, des marchés de technologie, vous l'avez dit ici, les usages innovants et tout ce qui peut aider dans ce sens-là sont des éléments essentiels sur lesquels il faut réfléchir sur l'orientation des nouveaux dispositifs. Merci beaucoup et puis rendez-vous dans 10 ans pour l'évaluation du PIA 3 alors.